მოგესალმებით, მე ვარ მაია თევზაძე, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენი კურსის სახელია ფრანგული ენის ლექსიკოლოგია, ლექსიკოლოჟი de la langue française. ეს არის თეორიული კურსი და ჩვენ ესე ვიდეო ლექციების სახით ჩაგვიტარდება 10 ლექცია, ხოლო პირისპირ ერთმანეთს რა თქმა უნდა შევხვდებით სემინარებზე. ახლა დავიწყოთ. Pour nos cours, nous avons consulté les ouvrages suivants. Гак, Теоретическая грамматика французского языка, Киро, La grammaire, que sais-je, Васильева Пецкова, французский язык, Теоретическая грамматика, Риферовская Васильева, Essai de grammaire française, Cours, La grammaire nouvelle à l'école, Синицын, курс лекции по теоретической грамматике французского языка. Il faut souligner en particulier les 4 derniers ouvrages qui nous ont servi de base et dont les textes tout à fait prêts nous ont rendu un très grand service dans la construction du texte de nos cours. Maintenant, la première partie du premier cours. Les unités de langue et l'objet de la morphologie. Les éléments qui constituent le système de la langue ne sont pas homogènes. On distingue les éléments de langue suivants: phonème, morphème, mots et groupes de mots, propositions simples, phrases complexes. Le phonème est la plus petite unité de langue. Le phonème ne possède pas de signification, mais il sert à distinguer le sens des mots. Par exemple, dans le mot rien, dans les mots rien, bien, les phonèmes R et B n'expriment aucune signification, mais ils distinguent les couples de mots. Le phonème est l'objet de l'étude de la phonologie. Maintenant, le morphème. Le morphème est défini comme la plus petite unité de signification de la langue. Il est formé de phonèmes. Les morphèmes les plus petits peuvent n'en comprendre qu'un, comme dans l'article l'idée avec apostrophe ou la préposition à. Mais puisque l'unité a un sens, elle a un statut différent du phonème. La limite supérieure du morphème est le mot, dont il représente généralement une partie. Ainsi, dans le mot chou-fleur, on distinguera 2 morphèmes, ainsi que dans le mot fleurir, fleurir. Par contre, le mot fleur ne comprend qu'un morphème. Si le morphème constitue bien une unité linguistique, c'est parce qu'il existe des procédures pour l'isoler. Les procédures de segmentation de la phrase ou du mot en morphème sont identiques à celles qu'on emploie pour le phonème. Il s'agit de la commutation et de l'étude de la distribution. La condition nécessaire, en effet, pour qu'une partie de mot puisse constituer un morphème est qu'elle puisse être remplacée par un autre élément. Donc, commuter avec lui. Chanteur, chantage, chanter, etc. D'après le sens, on distingue 3 espèces de morphèmes. Premier, c'est les morphèmes lexicaux ou radicaux ou lexème, marche, parle, lent, aptes à exprimer une signification lexicale et qui permettent au mot d'avoir une individualité sémantique. Deuxième, dérivationnel, ment, est, heure, servant à former des mots nouveaux. Et troisième, grammaticaux, a été, et, a, ré, qui s'agglutinent aux morphèmes lexicaux et constituent avec ces derniers les formes différentes d'un même mot sans changer son sens lexical. Il chanta, il chantait, il chanterait, etc. Il insère
le mot dans des séries et indique souvent ses relations avec d'autres éléments de la phrase. Ainsi, dans l'avant, l'av est un lexème et on, un morphème grammatical qui signale l'appartenance du mot à la conjugaison verbale et indique entre autres l'accord avec le pronom sujet nous. On peut opposer les morphèmes qui se rencontrent à l'état libre et ceux qui, ne le pouvant pas, doivent s'adjoindre à d'autres morphèmes. Dans les exemples précédents, chant et lave sont du premier type et heure et on du deuxième type. On oppose ainsi les bases et les affixes qui s'y adjoignent. Un mot peut consister en un morphème libre, une base, chant, ou comprendre une base et des affixes, chanteur. Un affixe ne peut jamais constituer une forme libre, mais il existe des bases qui n'apparaissent qu'accompagnées d'affixes, clenche dans déclencher, enclencher. Lorsqu'on enlève un affixe à un mot, on obtient la base sur laquelle il est formé. La base à laquelle s'adjoint ir dans irréalisable est réalisable. La base à laquelle s'adjoint able dans ce dernier mot est réalise. Lorsque tous les affixes ont été ôtés, il reste une base minimale que l'on appelle radicale. Dans le cas précédent, c'est l'allomorphe réal de réel. On distingue différentes sortes d'affixes. Les préfixes qui se placent devant la base, des loyal par exemple, les suffixes qui se placent après, loyal, isme, et les infixes qui se placent à l'intérieur de la base. Les morphèmes lexicaux et dérivationnels sont l'objet de l'étude de la lexicologie et servent à la formation des mots. La morphologie étudie les morphèmes grammaticaux. Le morphème grammatical est caractérisé par l'unité de la forme et du sens. Un morphème peut avoir ses variantes. Par exemple, le morphème de la troisième personne du singulier du passé simple, a, ut, it. Les morphèmes en français ont un caractère linéaire et font partie du mot. Mettons le mot. Le mot est une unité de langue minimale caractérisée par, premier, la mobilité positionnelle, deuxième, la séparabilité et troisième, la substitution. Le mot est la plus petite unité de langue apte à fonctionner au niveau syntaxique. Le mot peut être constitué d'un ou de plusieurs morphèmes. Me, les exemples, me, tu, grand, grandeur, etc. Il y en a beaucoup. Le groupe de mots libres est une unité constituée au moins de deux mots indépendants ayant chacun une fonction syntaxique dans la proposition et dont l'un est subordonné à l'autre. Lire un livre, courir vite, une volonté d'acier. La proposition simple. La proposition simple est une unité communicative grammaticalement organisée. La phrase complexe représente une unité formée de deux ou de plusieurs propositions simples liées entre elles par un rapport syntaxique et sémantique. Les unités de langue qui sont l'objet de la grammaire sont le morphème grammatical, la forme du mot, le groupe de mots libres, la proposition simple, la phrase complexe. Les unités grammaticales sont fonctionnellement liées entre elles, ce qui implique leur interdépendance. Elles s'organisent dans un système grammatical ferme. Le système grammatical peut être présenté comme constitué de deux niveaux.
un niveau, système morphologique, et un niveau ou bien un système syntaxique. Dans la différenciation de la morphologie et de la syntaxe, un rôle important revient à l'opposition des formes par les valeurs morphologiques et les valeurs syntaxiques. Les formes morphologiques se distinguent des formes syntaxiques en ce qu'elles peuvent avoir une valeur grammaticale hors de la proposition. En revanche, les valeurs syntaxiques ne se manifestent que dans la proposition. Cela signifie que les mots acquièrent des valeurs syntaxiques quand ils deviennent éléments d'une structure syntaxique. C'est pourquoi les mots différents par leur valeur morphologique peuvent être identiques par leur valeur syntaxique. La morphologie étudie les classes de mots d'après leurs indices grammaticaux, les formes grammaticales de mots d'après leur structure et de leur corrélation entre elles. Les étapes d'une analyse morphologique sont les suivantes. A. Segmentation en morphèmes grâce à la commutation. Vérification que les éléments obtenus ont bien un sens. B. Étude de la distribution et règles de réalisation des morphèmes lorsqu'ils présentent des allomorphes. C. Étude des différents types de morphèmes, de leurs valeurs et de leurs fonctions. Et D. Étude de la combinatoire des morphèmes. Le mot. La grammaire traditionnelle conçoit le mot comme un assemblage de sons, de lettres, constituant le plus petit segment correspondant à une idée de chose, de personne, d'action, etc. La langue apparaît alors comme une nomenclature de termes correspondant à autant d'idées, les relations entre ces termes étant des relations entre idées. Les mots se composent en propositions, énoncés de jugement, puis en phrases. Depuis Ferdinand de Saussure, le mot a cessé pour le linguiste d'être cet équivalent phonique ou graphique du geste de montrer. Ça, c'est courir, ça, c'est une pêche. La définition du signe linguistique comme combinaison d'un signifiant et d'un signifié, ne pouvant aller l'un sans l'autre, comme le recto et le verso d'une feuille, a ouvert la voie à l'étude des rapports entre signifiant et signifié. Les coupures entre les mots écrits ne se retrouvent pas aisément dans le langage parlé. Un étranger, ignorant le français écrit, ferait un mot de la particule interrogative « est-ce que » ou de l'expression au fur et à mesure. La coupure graphique n'existe pas dans certains mots composés. Autoroute, gentilhomme, mais elle existe dans d'autres. Sac à main, par exemple. Parfois, un trait d'union assemble deux mots qui n'en font plus qu'un seul, porte-manteau. Après avoir vu l'impossibilité de considérer le mot comme signe minimal, on peut se demander si le mot a un sens. Considérons le mot « règle ». Si nous l'examinons dans les phrases que nous pouvons rencontrer, nous découvrirons aisément que la signification change avec les contextes. La règle de bois n'est pas la règle à calcul, ni le principe, ni le modèle, ni la prescription, ni la loi, ni les statuts d'un ordre. Littré, pour ce signe règle, indique 12 groupes de signification avec 7 emplois différents pour le seul premier groupe. C'est qu'on appelle, pour un même signifiant, la polysémie. Il faut ici reprendre la distinction introduite par Ferdinand de Saussure entre la langue et la parole. Nous disposons dans nos mémoires et dans les dictionnaires d'un répertoire de signifiants présentant des virtualités d'emploi. Mot ou monème est dans nos mémoires et dans la grammaire, à titre de norme, de schémas de construction. Tout cela est du code de la langue.
c'est-à-dire de l'instrument commun à telle communauté linguistique, le français, l'allemand, le chinois. Nous devons respecter ce code, lexique et construction, si nous voulons être compris. Mais le nombre de signifiants dont nous disposons n'est pas infini. Nous utilisons le code pour communiquer nos expériences particulières, nos émotions, nos désirs, nos craintes, nos souvenirs, nos projets, nos raisonnements. Dans la parole, qui est l'utilisation par un individu des ressources de la langue, nous devons parvenir avec les signes de tout à former une pensée personnelle dans l'instant. Le signe prend une valeur dans un contexte. Il y change de signification ou du moins de nuance. Dans la langue, un signe a des virtualités de signification. C'est un carrefour de signification. Dans la phrase parole, message, il prend une valeur et compose avec les autres signes assemblés un sens. Un énoncé a un sens qui dépasse de très loin les juxtapositions des significations. Leur ordre, l'accent, le ton, la situation, l'addition et signification concourent à ce sens. Le sens pour l'émetteur, c'est l'effet intentionnel du message sur le récepteur. Et le sens pour le récepteur n'est pas forcément celui de l'émetteur. Empêcher les erreurs et les déperditions est d'ailleurs un des grands problèmes de la communication.